C'est la shérif. Ça, c'est Saïd. C'est mes enfants. Oui, effectivement, il s'agit de Saïd Kouachi et Chérif Kouachi. Ils sont susceptibles d'être armés et dangereux. La dernière fois que je l'ai revu, malheureusement, c'était son portrait robot sur le journal télévisé, c'est tout. Et là, c'est le choc, quoi. La question, c'est comment c'est possible? Pourquoi ce basculement? Comment ça arrive, quoi? Cette fois-ci, le preneur d'otage s'appelle Koulibaly. C'est lui qui a tué une policière municipale hier à Montrouge. Amédi Koulibaly et sa compagne, Ayad Boumedienne, sont activement recherchés. À la radio, c'était Amédi Koulibaly, Amédi Koulibaly, Amédi Koulibaly, et ça n'arrêtait pas. Et là, j'éclate en pleurs et je m'en remets pas. C'était comme une défaite. Je peux pas, je les ai vus comme ça, je vous dis, je peux pas. Ce sont des assassins, mais j'arrive plus, je peux pas me l'ancrer dans la tête. Quel point de rupture, quel problème existentiel, quelle fracture identitaire peuvent bien jalonner la vie de ces âmes noires, qui trouvent dans la mort ce qu'elles n'ont pas su découvrir dans la vie. Tous les tueurs avaient ceci en commun, qu'ils avaient commencé par rejeter les valeurs de la nation qui les avait vus grandir. Extrémistes, aux ordres d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Qu'avaient-ils en tête le jour de leur mort? Au débouché de l'escalier en colimaçon, il y avait un cadavre qui gisait dans son sang, qui était encore agité de soubresauts. Mais il n'était plus conscient, c'est heureusement. Et à un moment, Koulibaly s'est approché de nous, moi et puis une dame qui était à côté de moi. Et il nous a dit, vous voulez que j'achève? Je peux. C'était pas du tout agressif, c'était pas hostile, c'était... vous voulez que je vous fasse un café, monsieur? Je peux. Aussi simple que ça. Seulement là, il s'agissait de tuer un homme. C'est plus effrayant encore que l'agressivité. Tellement c'est simple, quoi. Cet homme, c'est comme un boucher qui tue des poulets, quoi. Il n'a pas de haine, il n'a pas d'hostilité. Mais il tue les poulets parce que c'est sa fonction. On ne naît pas terroriste, on le devient. Et ceux-là, comment s'est opérée leur métamorphose entre le masque de monstres froids et leur visage d'enfant? Humaniser n'est pas excuser. Dans l'histoire des frères Kouachi, plane l'ombre de Mohamed, leur oncle maternel. Qu'a-t-il su? Qu'aurait-il pu faire? Ces tranches de vie avec Saïd et Chérif, l'oncle Mohamed veut les raconter en cachant son visage d'aujourd'hui. Entre peur et honte, le passé de ses neveux ne doit pas entacher l'avenir de ses propres enfants. Couchez-vous! On a mangé le prophète Mohamed! On a mangé le prophète Mohamed! On l'a vengé. On a mangé le prophète Mohamed! Il parle avec la rage, Chérif. Il est là, Chérif. Ça, c'est Saïd. Vous les avez reconnus quand vous les avez vus? Ouais. Pourquoi?
Parce que je les connais, c'est mes neveux. C'est mon sang. Ça, je peux rien. Il reste toujours, mort ou vivant. Regarde, il ne sait même pas mettre depuis le clash, Saïd. Il ne sait même pas mettre un chargeur. J'arrive, je ne sais pas comment il a pris ça. Pourquoi tout ça? C'est ça que j'ai envie de savoir. Pourquoi tout ça? Putain, c'est... Je ne suis pas d'accord. Et je ne serai jamais d'accord. Pourquoi tu vas faire la justice? Tu n'as pas le droit. Il y a un seul qui fait la justice. C'est le bon Dieu qui fait la justice. De toute façon, ce n'est pas l'islam, ça. Ça, c'est des conneries. Leur petite enfance, les frères Kouachi l'ont vécu dans cette cité du 19e arrondissement de Paris, rue d'Aubervilliers. Le frère aîné, Saïd, est né en 1980. Chérif le cadet des Kouachi en 82. Des petits Parisiens, fils d'un couple de modestes immigrés algériens. À la maison, la vie est ponctuée par la violence conjugale. En 1991, leur père meurt d'un cancer et l'oncle Mohamed vient aider sa sœur débordée par ses 4 enfants. Ma sœur, elle va faire le ménage le soir. Et moi, je garde les gosses de 6 h jusqu'à... Des fois, elle rentre 10 h, des fois, elle rentre 9 h 30, des fois jusqu'à 11 h. 20 ans après, la cité des Kouachi a bien changé. Merci. « 7 ans ont passé depuis que l'oncle des Kouachi n'a pas été revu par ici. Salam, Ahmed, ça va, ça va. Tranquille. Frère, Ça se passe? ça va, merci. Ça va? Ça va bien? Vous allez bien, madame? Ouais, ça va. Ça va. Vous le connaissez? Bah oui, je connais. Ça fait un moment que je connais. Vous avez connu la sœur de... Oui, bien Ah. sûr, je l'ai connue, sa sœur, je l'ai connue bien même. Je l'ai connue. Elle travaillait dur. Ouais, la pauvre, elle était là, elle s'occupait de ses 2 enfants, des garçons, ils étaient là. Non, ils étaient très gentils, ces enfants, hein. Ils étaient adorables. Adorables, ils étaient, hein. Et moi, quand j'ai entendu, je les connais, ceux-là, quand je les ai vus à la télé. On les a côtoyés. Ça en est arrivé là, c'est dommage, hein, c'est dommage, parce que c'était des gentils garçons, hein. Enfin, c'est... Allez. Merci, ah, c'est gentil, merci. Et bonne journée, merci. Au revoir. Orphelins de père, les frères Kouachi voient leur vie basculer une deuxième fois, en 1994. Avec leurs 2 sœurs et leurs petits frères, ils vivent au 13e étage d'une tour de la cité, où ils se serrent dans un 2 pièces, avec leur oncle Mohamed. Bonjour. C'est là. Salam alaikum. Alaykoum salam. Al-Hajja, samhini, excuse-moi. Avant, on habite ici. Ah bon? Si ça ne dérange pas, que je le montre, ils dorment où avant, du petit. Ah oui, c'est pas rangé. Mais allez, c'est pas grave. Moi, je dors là. Saïd, il dort ici. Chérif, il dort ici. Ouais. Et ma sœur, l'autre côté, avec son fils, Chaban. Et Aïcha, elle a un petit canapé là-bas avec sa mère. Ma sœur, et le jour qu'elle est morte, son mari, elle sait ni écrire, ni lire, ni elle a d'argent. Et là, l'assistante, elle est rentrée, elle veut placer Saïd et Chérif. Ma sœur, elle pleure tous les soirs. Elle m'a dit, ils veulent prendre mes enfants. Je lui ai dit, écoute, il sera placé pour leur bonheur et tu t'inquiètes pas. Ouais, ça fait mal au cœur. Barakallahu fik. La vie et ses regrets. Fin 94, l'oncle Mohamed n'était pas là pour aider sa sœur. Il était en prison pour des petits trafics. Trois mois après le placement en foyer de Saïd et Chérif Kouachi, leur mère, désespérée, est retrouvée morte dans l'appartement. Nous sommes en janvier 1995 et les Kouachi
sont orphelins. Le frère aîné Saïd a 14 ans, Chérif le cadet 12 ans. Pris en charge par l'État, on les éloigne de la grande ville et de sa dureté. Ils vont passer 6 ans dans ce village de 1400 habitants. Ils sont regroupés avec leur sœur Aïcha et leur petit frère Chaban dans un foyer du Limousin, à Trégnac. Ils vont vivre parmi quelques dizaines d'enfants et d'adolescents en difficulté comme eux. Voilà donc la partie internat de l'établissement où nous avons 2 bâtiments principaux et les enfants Kouachi étaient dans ce bâtiment. Ouais. Là, ici, voilà. Je me suis battu avec Chérif dans mes premiers jours où je suis arrivé. C'est Saïd qui est venu prendre ma défense. Et puis, Face à Chérif Face à Chérif, ouais. Ouais. Enfin, il est venu calmer le jeu, quoi. Et puis, depuis ce jour-là, moi et Saïd, on a toujours été assez proches, ouais. Mais Saïd n'a jamais été violent. Hein. Je l'ai jamais vu agresser quelqu'un, je l'ai jamais vu insulter même quelqu'un. Je l'ai vu une fois s'énerver parce qu'on avait insulté sa mère, c'est tout. C'était une très très bonne personne. C'était une personne très saine. Par rapport à nous, ce qu'on était, c'était quelqu'un de vraiment très sain, ouais. Je crois que c'était même la personne la plus saine que j'ai vue dans ce foyer, ouais. Ouais. À aucun moment, et je suis affirmatif, ces 2 jeunes-là n'ont posé des problèmes de comportement, sur des problèmes d'agression verbale, physique, voire même, je dirais, de petits larcins. Ça n'a jamais été le cas durant leur séjour à Trégnac de 1994 à 2000. Dès son arrivée à l'âge de 14 ans, Saïd, l'aîné, cherche un réconfort dans la religion musulmane de leurs parents algériens. Saïd lisait son Coran, il faisait ses prières et le ramadan, il faisait le ramadan comme il faut, tout en allant à l'école, tout en faisant du sport, tout. Il faisait vraiment, il suivait sa religion à la lettre, il faisait vraiment, ouais. Il était très pratiquant, Et Chérif? Chérif, beaucoup moins, ouais. Chérif faisait le con, Chérif buvait de la bière, il fumait des pétards, et ouais, il est toujours en train de draguer les filles, c'était un beau gosse. Un Chérif beaucoup plus, je dirais, gai, joyeux, bout en train, et Saïd un petit peu dans l'ombre de son frère, qui était un peu plus réservé comme garçon. Au calme, à Trégnac, la vie semble retrouver un cours normal pour les Kouachi. À 15 et 16 ans, il est temps de préparer l'avenir. Saïd, le frère aîné religieux, apprend la cuisine à l'école hôtelière. Sous la houlette de son professeur Christophe Daguillon, il choisit l'option pâtisserie. Saïd, c'était un jeune qui pouvait devenir un bon cuisinier. Il était têtu, très têtu. Et quand il se fixait un objectif, il voulait l'atteindre. Et je me disais qu'en s'accordant un petit peu de temps pour peaufiner un peu les savoir-faire, d'aller travailler, qu'il puisse s'intégrer dans la vie active, et puis gravir les échelons, peut-être commencer commis et évoluer au sein d'une brigade. Comparé à la discrétion de son frère aîné, Chérif le cadet aime se faire remarquer. Ne lui parlez pas de l'anonymat d'une cuisine. Il rêve de gloire sportive et de gros salaires. Chérif, sa religion, c'était le ballon de foot. Il était omnibulé par le foot. Et son rêve, c'était de jouer dans une bonne équipe, voilà. Il faisait 1000 jongles de la tête avec le ballon. Il passait une après-midi entière à jongler avec un ballon, il était extraordinaire. Après le club local, Chérif Kouachi intègre même un lycée sport-études football. Numéro 10, comme Zidane, son héros, il se voit déjà en haut de l'affiche. Au même moment, Amédi Koulibaly se construit à 30 km au sud de Paris.
Dans ces immeubles, le long de l'autoroute du Soleil, avec ses 3800 logements sociaux, la Grande Borne est une des cités conçues à la fin des années 60 par des architectes convaincus de bâtir une vie meilleure. La Grande Borne de Grigny ne veut pas être une cité dortoir. Elle a l'ambition de devenir une ville. Émile Aillot a pensé au bonheur des hommes. Les espaces sont devenus places, les petits cubes maisons. Mais à la fin des années 90, l'utopie architecturale a été rattrapée par la paupérisation, l'échec scolaire et la petite délinquance. Dès qu'elles le peuvent, les classes moyennes quittent le quartier. Ce dédale de logements sociaux, Hamidi Coulibaly le connaît par cœur. C'est aussi là qu'il va à l'école. Son père est ouvrier, sa mère employée. Dans cette famille nombreuse d'immigrés maliens, les Coulibaly tentent d'inculquer à leurs enfants les valeurs musulmanes traditionnelles de l'ethnie soninké. Hamidi Coulibaly, c'est une famille soninké normale. Son père parle soninké et il a immigré ici dans les années 60. Et il a travaillé, il a fait le regroupement familial, sa femme est venue. Ses 10 enfants sont nés en France, grandis en France. Les 9 sœurs d'Hamidi Coulibaly s'engagent sur le droit chemin, mais pas lui. Comme souvent, le garçon de la famille est aspiré par sa bande de copains. Son père est allé à la Mecque faire le 5e pilier de l'islam. Et il est revenu. Il a eu une déception parce qu'Hamidi Coulibaly ne correspondait pas à ce qu'il imagine de son fils à cause de ses fréquentations. Et il n'a pas pu lutter contre. Parce que l'environnement joue beaucoup. À 17 ans, Hamidi Coulibaly s'engage sur une voie dont il ne sortira pas. Fleury-Mérogis n'est qu'à 2 km de la Grande Borne. La prison tend les bras aux jeunes pris comme lui dans le même engrenage. Tolard un jour, lycéen le lendemain. En classe, c'était un gamin qui posait pas problème. Il respectait le prof. Il avait des capacités d'analyse. Il faisait le boulot, quoi. Dans la classe, lui, il posait pas problème. Il y en a d'autres qui ont posé problème. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, lors de son BEP, il a fait un aller-retour en prison. Puis après, il est revenu en classe. Mais son comportement n'avait pas changé. C'est-à-dire que le prof, c'était le prof. On apprenait des choses, donc c'était intéressant. En septembre 2000, Hamidi Coulibaly connaît la première médiatisation de sa vie. À 20 km de la Grande Borne. Ce qui s'annonçait au départ comme un simple flagrant délit s'est finalement terminé en drame. Le sang sur la portière est celui d'Ali Rezghi, un des copains de cambriolage de Coulibaly. Ils ont été pris en flagrant délit en train de voler des motos. Leur camionnette est coincée sur le parking par les policiers quand l'un d'eux tire à 5 reprises. Rezghi est tué sur le coup. Il y avait initialement 3 personnes, 3 jeunes de 18 ans. Un, le passager qui s'enfuit immédiatement. Il y avait bien évidemment le chauffeur Ali Rezghi qui était celui qui a été tué par les policiers. Et à l'arrière, un jeune de 18 ans qui tenait les motocyclettes et qui était Hamidi Coulibaly. Homicide involontaire d'un policier paniqué ou légitime défense. Le procureur arrivé sur place tranche sans attendre. Les premières constatations permettent de constater à l'évidence que les services de police ont fait usage des armes à feu dans la mesure où ils étaient directement menacés par le véhicule qui fonçait sur eux. Des échauffourées ont éclaté hier soir dans le quartier de la Grande Borne à Grigny entre une vingtaine de jeunes et les forces de l'ordre. Un jeune originaire du quartier avait été tué par des policiers hier matin.
L'émeute a débuté à la lisière de la cité de la Grande Borne. Policiers contre jeunes. En septembre 2000, après la fin tragique du braquage de Koulibaly, la Grande Borne est emportée par la première révolte de banlieue de cette intensité. Des jets de pierre et de cocktails Molotov. L'ordre public affronte le sentiment d'injustice. On n'a pas voulu investiguer. On a refusé les demandes que j'ai déposées devant le magistrat instructeur d'une reconstitution. Le message qui a été dramatique, livré finalement à ces jeunes de Grigny, de la Grande Borne, à ces familles de Grigny, c'est qu'ils n'étaient pas au sein de la République. Ils ne faisaient pas partie des justiciables de la République. En septembre 2000, tout juste majeur, le futur tueur de l'hypercachère retourne à Fleury-Mérogis. Cette fois, pour 1 an et demi. La mort de ce jeune de 18 ans a, à n'en pas douter, constitué une blessure qui, à mon sens, effectivement, a pu être la première strate d'injustice qui ont constitué la personnalité d'Amédi Koulibaly. Haine, rancœur, injustice. Ces ingrédients tapissent désormais l'âme d'Amédi Koulibaly comme un terreau fertile. À quel moment va-t-il choisir la trajectoire de l'ombre ? « 6 ans ont passé à Trégnac. Les frères Kouachi ont bien grandi depuis cette photo des premiers temps. Saïd, le frère aîné cuisinier, a désormais 20 ans. Musulman pratiquant, il s'apprête à quitter le foyer. Chérif, son cadet, n'a pas encore 18 ans et pourtant, il veut partir avec son grand frère, tout de suite. Les deux ont fait le choix de quitter l'établissement. L'aîné avait 20 ans, on le croyait armé. Ça me parlait pour intégrer cette nouvelle vie. Chérif ne l'était pas. Nous étions soucieux de cela. Nous lui avons dit. À propos de Chérif, le frère cadet, les éducateurs notent aussi une évolution préoccupante. Un adolescent immature et imprévisible, qui endosse un rôle de leader négatif et vit dans l'illusion de devenir footballeur professionnel. Or, à cause de ses résultats scolaires et de son attitude, le cadet des Kouachi a été renvoyé de son lycée sport-études football. Est-il vexé, frustré, humilié? En tout cas, son premier rêve de gloire s'est envolé. Quant à son frère aîné Saïd, le cuisinier, juste avant qu'il ne quitte le foyer, les éducateurs notent l'émergence dans sa personnalité, d'un côté manipulateur et revendicateur. Le grand frère pratiquant révèle également une conception très patriarcale de la famille. Quand leur sœur Aïcha lui annonce qu'elle sort avec un garçon du village. Tout en restant très calme comme il était, il lui a dit écoute, si tu pars avec lui, tu quittes la famille, tu fais plus partie de la famille. Mais et puis voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'il était français, qu'il n'était pas musulman. Et que voilà. Il avait ce référent culturel fort alors, quand même. Assez, ouais. Il aimait pas beaucoup les Français. Il respectait les religions, mais il aimait pas beaucoup les Français. Pourquoi? Je saurais pas vous dire. Moi, il m'a dit une fois, t'es le seul pote blanc français que j'ai eu. Le 30 juin 2000, Saïd, l'aîné des Kouachi, est le premier à quitter Trégnac et sa petite vie tranquille. Il a 20 ans et sa vie d'adulte commence à Paris. Saïd, l'aîné, est accueilli par leur oncle maternel, Mohamed. Chérif, le frère cadet, les rejoint 4 mois plus tard. Comment va se passer cette greffe sociale dans le Paris qu'ils ont quitté il y a 6 ans? À 18 ans, sans aucun diplôme, Chérif aide son oncle sur les marchés. Son frère, Saïd,
travaille dans une pizzeria. Mais rapidement, un fossé se creuse entre l'aîné religieux et leur oncle maternel. Qu'il a commencé à travailler, ça commence à changer. Même le regard. Qui me regarde, il me regarde un autre regard. C'est pas le même regard. Il me dit, Khalid, toi, t'es pas un bon musulman. Je lui dis, je suis musulman plus que toi. J'ai fait ma prière. Elle me dit, toi, t'es comme le musulman mou. Une fois, elle m'a dit ça. Hein. Saïd, il commence à mettre la jupe, une petite barbichette. Là, je lui dis, c'est quoi la jupe, mon ami? C'est quoi ça? Il me dit, c'est ça les musulmans. Non, mon ami, c'est pas des musulmans comme ça. Mais on va pas dire, toi, t'es mieux ou moi comme mieux. On va rester toujours famille. Mais je vais te le dire, ça, c'est un connerie que tu fais. Ça, c'est un connerie. Ça, c'est un cinéma. Ça, c'est un cinéma. C'est tout. Simple raidissement religieux ou premier rejet de la nationalité française. En octobre 2001, la loyauté des immigrés algériens est testée par un match de foot. La Marseillaise sifflée, le match interrompu et des drapeaux algériens qui rivalisent avec les drapeaux français. Les Kouachis étaient dans les tribunes ce jour-là, mais pas du côté auquel on pense. Le jour de l'Algérie et la France, j'étais avec Saïd et Chérif. Chérif avec un drapeau français, Saïd avec un drapeau français. Et moi avec un drapeau algérien. Ah, je lui dis, vous n'êtes pas des Algériens. Il me dit, on est des Français, on verra. Il regarde le match, qu'il a marqué le but français. Il me dit, oh, tonton. On n'a pas fait des histoires, on est rentré tranquille. Mais il a été des Français. Et là, c'est la nature des Français. Et Chérif, à quand remonte le début de sa mutation djihadiste? Peu après le match France-Algérie, Saïd et Chérif Kouachi se brouillent avec leur oncle Mohamed à cause du loyer de l'appartement. Alors que son frère aîné s'immerge dans sa pratique religieuse, Chérif passe son temps avec sa bande de copains du 19e arrondissement chez qui il squatte. À bientôt 22 ans, les rêves de gloire de Chérif sont bien loin. Il se débrouillait, quoi. Il se débrouillait, il dormait de gauche-droite chez des amis et tout. Quand il avait besoin d'argent, des fois, je pouvais lui donner. Il m'a déjà raconté qu'il a déjà dormi dehors, à Porte de la Villette, parce qu'il n'avait pas un endroit où dormir. Oh là 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 là! Elle sème le blé pendant que moi je galère. ANPEAC dit qu'on est tous les mêmes destinataires. Donc faut trouver un producteur avant qu'on tombe à terre. Aïe 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 aïe. Ce rappeur en galère, c'est Chérif Kouachi en 2004. À 22 ans, il fait l'acteur dans ce court-métrage associatif. Action. Tu sais qui habite là? Quoi? Tu sais pas que c'est qui habite là? Sur les différentes prises du tournage, le futur tueur de Charlie Hebdo révèle un caractère tenace et positif. Quoi? Mais viens, on y va! Mais on y va! Allez, casse-toi, c'est un mytho. Eh mais sérieux, mais viens! Moi, je vois grand, je vois comme lui. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux t'aider en partant peut-être en regardant la maison, ça peut t'aider. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'essayais de lui donner quelques indications. Du coup, j'ai le premier souvenir où j'ai senti tout de suite qu'il avait vraiment envie de s'appliquer, quoi. Action. Et au fait, tu sais qui habite là? Qui? Mouloud, non. Attends, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est pour ça. Voilà, j'ai tellement un tic de lui serrer la main, lui. Hein. C'est un truc de malade. Voilà, c'est vrai. Vas-y. Attends, 2 secondes. Ouais. En plus, c'est dit Mouloud. Action. Et au fait, tu sais qui habite là? Il était très impliqué, il était vraiment pris dans le processus, quoi. 50 Cent! T'es un mytho! On l'a vu avec Mouloud, il sortait comme ça, il est parti voir sa cheveux. Qui? Je bafouille sa mère là. C'est pas grave, on va la refaire. Beaucoup d'énergie et quelqu'un de plutôt respectueux de nous, de l'équipe, qui fédérait ses amis. Il était quand même moteur par rapport aux autres, voilà. Mouloud, il devait te le dire. Arrête, t'es un mytho, toi. 50 Cent, il habite ici, on l'a vu sortir comme ça. Boum, il y avait sa chaussure. Viens, on y va! Viens, on y va! Vas-y, on y va! Allez, casse-toi, espèce de sale mytho, moi. Moi, je vais être comme lui, moi. Je sais pas si vous voulez être une star du cinéma, mais en demande de reconnaissance, sans doute.
de reconnaissance, de faire quelque chose de bien, d'apparaître à l'image, voilà. Et après, être une star, je sais pas. Hein, mais Non, franchement, je pense pas. Ça marche. C'est Pequeño? Bonjour monsieur. Mais écoutez, on avait une maquette à vous faire écouter, tenez, c'est celle-là. C'est quoi ça? Y'a pas de pochette? Vous inquiétez pas, le son il est super. L'intérêt est bon. J'espère. C'est le shérif, hein? Ouais. Je te parle de blé, 90% du bonheur. Faut être OP pour mettre la mif au beurre. Faut des barres, qu'on se régale. Signe-moi ça, gamin. Elle est trop belle. Ne inquiétez pas, monsieur. Bienvenue dans la famille, les gamins. une fois le film fini, le film monté, le film, voilà, il s'est quand même démené, il faut le reconnaître, pour que le film soit projeté à la mairie du 19e. Il a convoqué pas mal de ses amis du quartier. Et j'ai le souvenir qu'il a pris le micro à la mairie et qu'il a dit devant tous ses copains d'une vingtaine d'années du quartier, vous voyez les gars, c'est des projets comme ça qui changent l'image du quartier. Attends, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, il a dit attends, je t'attends. Attends, je t'attends. Attends, je t'attends. Attends, je t'attends. C'est pas grave. Oui. Attends, je t'attends. On va couper sur toi. Rêve-t-il de gloire? Le futur tueur de Charlie Hebdo semble prêt à saisir la moindre occasion, bonne ou mauvaise. 6 mois plus tard, lui qui semblait si loin de la religion musulmane se choisit un nom de djihadiste, Abou Hissène. En janvier 2005, à Paris, le cadet des frères Kouachi est arrêté dans la salle d'attente d'un vol en partance pour l'Irak. La police vient de démanteler la filière des buts de Chaumont, une dizaine de copains des cités du 19e, prêts à mourir en Irak. À la tête du réseau, un prédicateur musulman de 21 ans, Farid Benyetou. Au départ, le kéfier rouge et les prières de rue de Benyetou n'attirent que quelques fidèles et des policiers des renseignements généraux. Mais Benyetou est aussi un héritier du djihad algérien des années 90. Le jeune imam autoproclamé a été éveillé aux théories du martyr par son beau-frère, Youssef Zemouri, emprisonné pour un projet d'attentat avorté lors de la Coupe du monde de football en 98. Le génie de Ben Laden, c'est d'être passé au global. Ben Laden a ouvert un nouveau champ de bataille qui est le monde. L'islam est devenu, pris une forme politique radicale, globalisée, qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme. Quel effet ont ces images sur Saïd et Chérif Kouachi? En 2003, l'invasion de l'Irak par les Américains est vécue par de nombreux musulmans à travers le monde, comme la preuve d'un complot occidental contre l'islam. Les images d'humiliation et de torture des prisonniers musulmans de la prison d'Abu Ghraib, près de Bagdad, enflamment un peu plus les esprits. L'idée que les musulmans sont les victimes d'une répression planétaire fait son chemin. En France, en 2004, un événement fédère la colère de nombreux musulmans. La loi qui interdit tout signe religieux à l'école et donc le voile des femmes musulmanes est interprétée dans de nombreuses familles comme un rejet de l'islam par la France laïque. Farid Benyetou profite de l'indignation pour recruter. La victimisation fait son chemin dans la tête des nouvelles recrues pour l'Irak. Il les endoctrinait en dehors des mosquées, en dehors des lieux publics, souvent chez lui, à domicile ou d'une façon très discrète, et les convainquait donc de la pertinence du djihad et surtout, chose assez nouvelle, du shahid, c'est-à-dire de don de soi à partir pour commettre des actions kamikazes. 12 ans plus tard, Farid Benyetou prétend avoir changé de vie. Aujourd'hui infirmier, l'ancien prédicateur de la filière des buts de Chaumont a réfléchi plusieurs semaines avant d'accepter de raconter son rôle auprès des frères Saïd et Chérif Kouachi. Je les ai vraiment connus à partir du moment où Chérif,
c'était pas le cas pour son frère, avait déjà le projet de se rendre en Irak. Il avait déjà les contacts, il avait déjà peut-être même, je crois qu'il avait déjà son billet. Concernant ceux qui avaient pris la décision d'y aller, ce qui m'avait encouragé à l'époque à les soutenir, c'était cette idée que l'intervention américaine en Irak était injuste, injustifiée, basée sur des mensonges. Et donc, quelque part, c'était une cause que je considérais comme étant légitime. Pour avoir tenté de partir en Irak, Cherif Kouachi a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. En 2008, à la sortie de son procès, il fait toujours aussi bien l'acteur. Pour vous dire, tout ça, c'est monté toute pièce, c'est tout. Nous, on est des jeunes de cité, c'est tout. On s'enflamme, on parle comme ça, mais il n'y a rien de plus, c'est tout. Il n'y a rien, on veut rien faire, on n'est pas. Il y a un peu d'attention, on veut nous faire croire des trucs, mais bon, c'est pas grave. On verra par la suite et j'espère que ça va être bénéfique. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en prison, il s'est endurci et qu'il s'y est fait un nouvel ami. Un braqueur multirécidiviste nommé Hamedi Koulibaly. Koulibaly est à Fleury-Mérogis pour la 21e fois. Il est un peu la star de cette résidence secondaire forcée où il s'est forgé physiquement et mentalement. Hamedi Koulibaly, le souvenir que j'en ai, c'est d'abord en effet quelqu'un de très carré. Alors, ça peut peut-être choquer, mais très gentil, très avenant, qui parlait utilement, qui parlait pas beaucoup. Plutôt assez silencieux. Voilà. Il parlait vraiment avec, quand ça avait du sens pour lui, il n'était pas très bavard. C'est un document rare que nous vous proposons ce soir sur l'état des prisons françaises. Ce sont les détenus eux-mêmes, 6 au total, qui se sont filmés clandestinement. Ils ont fait passer une petite caméra derrière les barreaux et pendant 8 mois, ils ont tout filmé. Hugo Lamas est un accro des jeux vidéo. Dans ce document choc, diffusé en 2009, Hugo Lamas est le pseudonyme d'Hamedi Koulibaly. C'est le tricheur! C'est le tricheur! C'est le gros tricheur! Hugo, un ancien de Fleury. Il y a passé plusieurs années. Cette fois, il est là pour des braquages. Il a 25 ans. Ils ont très bien pensé en effet l'organisation de ce tournage, puisqu'il s'est fait clandestinement. Il se cachait à la fois des surveillants, mais aussi des autres détenus, puisque très peu de détenus étaient au courant. Et puis il fallait se cacher pendant les tournages. C'était pas évident. Il fallait aussi cacher la caméra dans des cellules différentes à chaque fois. Il fallait éviter les fouilles. Il faut être sacrément motivé pour faire ça, parce qu'il y avait des risques pour eux. Regardez les cadres de la détention. Il est cadre de la détention. Il donne dans ce plus, mais il n'y a pas de brosse à dents. Mec, tu dois faire ta brosse à dents. Je vais vous informer de ça, là. Dans ce plus, mais il n'y a pas de brosse à dents. Le taiseux, forgé par la prison, se métamorphose en réalisateur social. Le futur tueur de l'hypercachère dénonce l'impasse dans laquelle il est lui-même plongé. Les gens qui disent « Oui, mais c'est des détenus, ils sont en détention, c'est de leur faute, ils ont mérité d'être là-bas, alors c'est leur problème, mais... » En détention, je veux dire, tous les jours, il y a des gens qui rentrent en détention, mais tous les jours, il y a des gens qui sortent aussi de détention. Et quand on est dehors, après, on tombe sur des gens qui sont plus réinsérables du tout. Ça tombe pas du ciel, parce que quand on subit la détention d'ici, avec toutes les injustices qu'ils nous font du début jusqu'au jour de notre sortie, moi je comprends un peu que y en a qui sortent, ils ont plus trop envie de suivre le droit chemin. Hamedi Koulibaly, à travers cette démarche, voulait gagner de l'argent, c'est incontestable, et voulait faire passer un message politique. On voulait montrer un petit peu les réelles conditions de détention et montrer un petit peu le côté des détenus, pas les côtés des surveillants ou le côté des journalistes. Dans la discussion que j'ai eue avec lui, il y a une pensée structurée, il y a une vraie argumentation sur les dégâts causés par la prison, sur lui-même et sur les personnes avec lesquelles il séjournait en prison à ce moment-là, sur la cité, la banlieue et le fait qu'il a le sentiment qu'il y a une réponse pénale et policière qui est beaucoup plus forte sur les quartiers que sur le reste du territoire français, et cette compréhension déjà à l'époque que l'image a une force de transformation
l'évolution de la société et que donc, si quelque part il veut faire bouger les choses, il faut passer par les médias. Il faut envoyer un message et il faut se faire connaître. Aujourd'hui, les images de Koulibaly en prison servent de propagande à l'organisation État islamique. Des 3 tueurs de janvier, Saïd, l'aîné des frères Kouachi, était le plus religieux. Le dernier domicile de Saïd Kouachi sera cette cité HLM de la périphérie de Reims. Il y vit entouré de sa femme et de sa belle famille, à 2 pas d'une salle de prière. C'est des gens qui vivent avec peu de moyens, qui ne s'en plaignent pas. Ils vivent dans un cocon familial, ce qui leur convient très bien. Saïd Kouachi, de ce qu'en dit sa femme, la seule chose dont il ait besoin à part sa famille, c'est de FIFA, qui est un jeu pour jouer en réseau et ça lui convient parfaitement. Culturellement et socialement, l'aîné des Kouachi vit totalement centré sur son univers familial et religieux, reclus dans son quartier. À Paris, en 2009, Amédi Koulibaly et Cherif Kouachi sont eux aussi en train de se radicaliser. En apparence, Amédi Koulibaly semble revenir sur le droit chemin. Le 15 juillet, il connaît une deuxième médiatisation. Intérimaire chez Coca-Cola, il a rendez-vous à l'Élysée avec le président. 50 patrons et 500 jeunes. Le futur tueur de l'hypercachère est là quelque part. Koulibaly fait partie des 500 jeunes en insertion comme lui qui serrent la main du président Sarkozy. Depuis sa sortie de prison en 2007, une femme est même entrée dans sa vie. Hayat Boumedienne, elle a 19 ans. En Crète ou en République dominicaine, l'ancien braqueur et la jeune franco-algérienne, placés en foyer à la mort de sa mère à 12 ans, pensent leurs blessures ensemble sur des plages de rêve. Comme si, à deux, la vie de Koulibaly allait reprendre un cours normal. Amédi et Hayat se promettent de faire bientôt le pèlerinage de la Mecque. Un an plus tôt, Cherif Kouachi a été le premier à faire le Hajj, en guise de voyage de noces. Depuis, sa femme Isana porte le voile intégral. Ces gens-là ont découvert la religion à un âge assez tardif et donc ils veulent rattraper ce qu'ils ont manqué par une overdose religieuse. C'est comme le syndrome d'un certain nombre de convertis qui veut devenir plus musulman que le reste des musulmans. Mais pourquoi choisir le salafisme ostentatoire plutôt que l'islam des mosquées que fréquentent des milliers de Français sans histoire? Le salafisme vous coupe radicalement de la société. Donc quand vous êtes un révolté, vous avez, je dirais, un bon prétexte de ne plus socialiser avec les gens que vous méprisez ou qui vous ont méprisé. Ça, c'est une autre affaire. Deuxièmement, le salafisme, c'est des règles, c'est des normes. C'est fais, ne fais pas. Et donc, pour des jeunes qui sont déstructurés, d'un seul coup, ils se retrouvent très encadrés. Et puis, troisièmement, le salafisme, c'est la bande de copains, ou plus exactement la bande de frères. Hein. On trouve une nouvelle famille. En 2009, Cherif Kouachi passe de plus en plus de temps avec Amédi Koulibaly. Il l'emmène dans le 19e, voir ses copains de la filière des Buttes-Chaumont, qui sortent un à un de prison. Le prédicateur du groupe, Farid Benietou, est le dernier à retrouver sa liberté fin 2009. Et Cherif lui présente son nouvel ami. Amédi Koulibaly, moi je l'ai juste rencontré une fois lors d'un repas. Par contre, je savais que Cherif l'appréciait énormément. La manière dans laquelle Cherif en parlait, il s'attardait beaucoup sur lui à chaque fois. Ça m'avait un petit peu interpellé. Le jeune acteur de 2004 est désormais figé dans ses certitudes. Moi, je retrouve un petit peu tout ce groupe, on va dire, à ma sortie de prison.
Et là, je vois un petit peu les discussions qu'il y a entre eux, les débats qu'il y avait entre eux aussi. Et celui qui s'était fait remarquer dans la provocation, c'est Chérif. Chérif avait des propos déplacés envers la communauté juive. Ce qu'il défendait, lui, c'était que l'honneur des musulmans était bafoué à travers le monde et que quelque part, il était le seul à s'en soucier. Impossible de discuter avec lui, impossible de lui faire entendre raison, même de lui faire entendre une controverse. Il dit clairement que pour lui, la seule obligation pour les musulmans, c'est de combattre. C'est une obligation qui incombe à tous les musulmans, que ce soit les hommes, les femmes, tout le monde doit les combattre. Et tous ceux qui ne vont pas combattre, ils sont tous dans l'erreur. Tous. Il n'y a aucune excuse. Quelle direction prendre? Comment devenir quelqu'un? Amédi Coulibaly et Cherif Kouachi enclenchent leur mutation identitaire. Ils se persuadent qu'ils sont de pieux musulmans, meilleurs que les autres. Il ne leur manque plus qu'un vernis de connaissances religieuses. Début 2010, ils traversent la France jusqu'en Auvergne, à la rencontre d'un homme qui les a marqués à Fleury-Mérogis 4 ans plus tôt. Une figure de l'islamisme français qui vient à son tour de sortir de prison. Djamel Begal. À sa libération, la France ne voulait pas perdre sa trace. Alors on l'a assigné à résidence dans ce coin d'Auvergne, à Murat, en attendant de trouver un pays où l'extrader. Le bourg de 2000 habitants, perdu au milieu du Cantal, se réveille un matin avec cet invité surprise. Il est installé à l'hôtel des Messageries, dans le bas du village. Bon, elle n'est pas faite, hein, puisqu'elle n'est pas louée, donc elle n'est plus louée. Donc à l'époque, il y avait un grand lit. Hein. Dans ce petit appartement, il peut recevoir qui il veut. Ses visiteurs comme Kouachi et Coulibaly l'appellent le frère qui connaît la religion. Begal leur apprend à vivre selon la charia et les règles de vie des salafistes, tout en glorifiant la lutte armée contre le complot mondial dont les musulmans seraient les victimes. Après ces années de prison, Coulibaly retrouve une fierté. C'est le degré zéro, bien sûr, de l'estime de soi, la prison. Et en prison, ils trouvent quelqu'un qui leur redonne l'estime de soi, qui leur dit « mais tu n'es pas un paumé, tu n'es pas le rebut de la société, il y a en toi l'étoffe d'un héros. » Et là, évidemment, ils retrouvent à ce moment-là l'estime d'eux-mêmes parce qu'on leur propose une cause. Au cours de ses marches dans l'arrière-pays avec Begal, l'ancien tolard se transforme en salafiste radical, qui place le Coran au-dessus des lois de la République. Coulibaly décide de ne plus voter, appelle avec mépris les non-musulmans des koufars, les mécréants. Ayad Boumedienne envoie l'intégrale, tirant à l'arbalète avec Amédi Coulibaly. Après les attentats, ses postures martiales ont frappé les esprits. Ses photos personnelles ont été saisies au cours d'une opération de police. Car à partir de février 2010, Begal est sur écoute et ses déplacements sont photographiés par les enquêteurs. Sous les barbes des visiteurs, les policiers reconnaissent 2 anciens des groupes armés algériens, les GIA, et 3 rescapés de la filière des Buttes-Chaumont. La jeune garde et l'ancienne génération, main dans la main. Au supermarché du coin, Cherif Kouachi aide Djamel Begal à porter les courses. Sous couvert de parties de foot anodines, les policiers soupçonnent le groupe de préparer une opération d'envergure. Égal à lui-même, Cherif Kouachi tente d'impressionner les vétérans du djihad avec ses dons de footballeur. Là, il se retrouve avec des gens
qui ont une génération de plus que lui, qui ont été condamnés à des très lourdes peines et qui sont des personnages qui font partie déjà de la légende noire du terrorisme. On est face à des gens qui ont une stature. Et donc, ça impressionne des esprits faibles. Djamel Begal est interpellé à son hôtel à Murat le 18 mai 2010 à l'aube. Le groupe préparait l'évasion de Smaïn Haït Ali Belkacem, l'artificier des attentats de 95 dans le RER à Paris. Djamel Begal est condamné à 9 ans de prison. Hamedi Koulibaly et Cherif Kouachi sont interpellés dans un vaste coup de filet en banlieue parisienne. Mais Cherif est relâché faute de preuves. Chez Hamedi Koulibaly, en revanche, les policiers découvrent 240 cartouches de Kalachnikov. En 2010, il retourne en prison. Il en sortira 4 ans plus tard, attiré par un monde musulman bouleversé. En Syrie, Bachar el-Assad préfère la répression à la démission. En provenance d'Irak, les troupes de l'État islamique prennent pied en Syrie. Pour attirer les volontaires étrangers, le chef de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, et les anciens officiers de Saddam Hussein qui l'entourent se font passer pour les héritiers d'un empire musulman disloqué par les Occidentaux. En juin 2014, al-Baghdadi se proclame calife comme au temps du prophète. Cette mythologie redoutable attire les esprits faibles et les humiliés de l'Occident sous la bannière de Daesh. En 2014, la sortie de prison de Koulibaly va tout déclencher. Grâce à son réseau du grand banditisme, il aide les Kouachi à se procurer de l'argent et des armes. Mentalement, il est prêt à sa mutation barbare. Le trio se métamorphose en justiciers autoproclamés de leur islam politisé. Mais au juste, qui était-il devenu à l'heure des crimes ? Dans leur tête à eux, d'un seul coup, ils se sont arrogés un statut de super-héros, de ceux qui se hissent quasiment au niveau du prophète parce qu'il l'aurait vengé. Et donc, ils se hissent au-dessus de la société en général et des musulmans en général. Donc, disons, de petits paumés, ils deviennent d'un seul coup des héros. Meurtre avec justification. Tout au long de ces journées sanglantes, les assassins veulent être entendus. Après avoir tué une policière à Montrouge, Koulibaly, lui, termine sa virée sanglante à l'hypercachère porte de Vincennes. Tout au long de sa prise d'otage, il assène pendant des heures son fourre-tout idéologique. Nous, chez nous, c'est la loi du talion. Qu'ils arrêtent d'attaquer l'État islamique, qu'ils arrêtent de dévoiler nos femmes, qu'ils arrêtent de mettre nos frères en prison pour rien. Il est venu et nous a dit, bah oui, je fais ça parce que nous, les musulmans, nous sommes persécutés dans le monde entier, depuis la Birmanie jusqu'au Mali. Alors, faut pas vous étonner, quoi. En gros, il nous a fait tout un petit cours d'islamisme pour un alphabète. Osama Ben Laden, il a dit, vous n'allez jamais goûter à la paix, c'est nous qui ne pas à la paix en Palestine. L'idée, par exemple, que si on faisait la paix en Palestine, il n'y aurait plus de radicalisation, c'est totalement faux. Ils ne se radicalisent pas du tout à cause de la Palestine. Ils trouveront toujours, quelque part, des musulmans opprimés, dont eux se feront les vengeurs. Voilà, c'est ça leur imaginaire. Ils vengent les souffrances du musulman abstrait. Ce qu'on est en train de faire, c'est tout à fait légitime. Recruteur après avoir été recruté.
Le cerveau gavé de victimisation musulmane, Koulibaly devient la chair à canon de l'endoctrinement. Les frères dans notre équipe, divisés en deux, ont fait Charlie Bois, alhamdoulilah. Moi, je suis sorti un petit peu aussi contre la police. Je m'adresse à mes frères musulmans. Koulibaly, il lui faut les caméras, il lui faut le micro, il lui faut se mettre en scène. Il ritualise la manière dont il met à mort et la manière dont il meurt. Pour eux, la mort, c'est un objectif, c'est quelque chose qu'ils recherchent. C'est pas seulement une formule sémantique de propagande, c'est une réalité. Pour eux, c'est une consécration. C'est le mot qu'ont employé plusieurs jeunes qui ensuite ont fait ce choix. Non seulement eux vont aller au paradis, mais ils vont pouvoir intercéder pour leurs proches, pour leur famille, pour 70 personnes de leur choix. Et cette mort qu'ils disent rechercher pour finir en martyr, comment les Kouachi l'ont-ils affrontée? Alors que la police a perdu leurs traces, ils franchissent la porte d'une imprimerie au nord de Paris. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est vous me reconnaissez, vous savez qui on est. Et là, j'ai dit oui, oui, je sais qui vous êtes. Comme ça. Je lui ai dit oui, je sais qui vous êtes. Il me dit où est votre bureau? J'ai dit c'est là, il va rentrer dans votre bureau et téléphoner à la police. Et je me suis dit pourquoi ils veulent que j'appelle la police. Et ils m'ont dit qu'ils voulaient en finir dans les bois, mais ça se terminera chez vous et ici aujourd'hui. Le dernier acte va révéler les rôles au sein de la fratrie Kouachi. C'est Saïd l'aîné, le taiseux solitaire, qui prend les choses en main. Lorsque la première patrouille de la gendarmerie locale arrive, les Kouachi ouvrent le feu. Chérif est blessé au cou dans l'échange de tirs. Mais au lieu de se laisser tuer, il se replie dans l'imprimerie, suivi par son grand frère. Quand il s'est assis, il a dit « je vais mourir », il a mis la tête vers l'arrière. Effectivement, il était un peu blanc quand même, à ce moment-là, affaibli, choqué. C'était indéniable. Et l'autre, il a dit « non, non, pas maintenant, pas maintenant ». Donc, pas tout de suite, pas maintenant. L'heure de vérité approche. Car finalement, face aux unités du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, les deux frères Kouachi meurent où et quand ils l'avaient décidé. Ils ont ouvert la porte, ils sont sortis, ils ont commencé à tirer et ils ont bougé devant le bâtiment, quoi. Ils n'ont pas été arrêtés net, ils ont tiré à plusieurs reprises. Ouais. Et puis après, ils sont venus devant l'un l'autre et ils sont morts pas très loin l'un de l'autre. En janvier 2015, Koulibaly et les frères Kouachi sont allés au-devant de leur mort programmée. Combattre l'islamisation des âmes perdues de la République, c'est d'abord s'attaquer au terreau fertile qui a permis leur éclosion. Mais combien sont-elles, ces âmes en quête d'action, disponibles aux dogmes du Coran combattant et aux théories du complot? Il y a une partie, une minorité quand même, une minorité qui est un peu perturbée. Qui est un peu perturbée parce qu'ils n'ont pas la culture de leurs parents et ils n'ont pas la culture du pays d'accueil et on leur vend une autre culture et qui est plus facile à vendre. C'est un danger pour nous, mais c'est aussi un danger pour la République. Donc on est ensemble pour le même combat.